Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Manuel Bompard, qui est député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Manuel Bompard, bonjour. Dans 2 mois et 1 semaine, les élections européennes. Comment expliquez-vous que la liste LFI conduite par Manon Aubry soit devancée plus ou moins largement dans tous les sondages par la liste Raphaël Glucksmann? D'abord, faut dire que l'élection européenne, vous l'avez dit, c'est dans 2 mois. La campagne, elle commence juste à cet instant. Et clairement, il y a un enjeu pour nous, qui est un enjeu de mobilisation. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que les électrices et les électeurs qui se retrouvent dans les idées portées par la France Insoumise, en particulier celles et ceux qui ont voté pour Mélenchon à la dernière élection présidentielle, est-ce qu'ils passent leur tour, entre guillemets, aux élections européennes? Est-ce qu'ils considèrent que c'est une élection qui mérite pas de se déplacer, ou est-ce qu'au contraire, ils se mobilisent? Et moi, je leur dis, si vous restez à la maison, parce que vous avez l'impression que ça ne sert à rien, après, il faudra pas s'étonner que l'extrême droite et les macronistes se battent en duel et qu'il n'y ait pas d'alternative possible. Et donc, je leur dis à l'inverse, si vous vous mobilisez massivement, si vous vous emparez de ce bulletin de vote pour envoyer un message clair, un message européen, mais aussi un message national, pour dire que justement, on refuse que l'extrême droite soit présentée comme la seule alternative à Emmanuel Macron, si vous voulez exprimer votre opposition à la politique d'Emmanuel Macron et votre opposition aux idées portées par le Rassemblement national, il y a un bulletin de vote pour ça, c'est celui de Manon Aubry et de la liste de la France Insoumise. Il faut préparer en 2024 le scrutin de 2027. C'est vrai? C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Vous êtes d'accord, évidemment, c'est un scrutin donc que vous présidentialisez en quelque sorte. Non, moi je dis que bien évidemment c'est une élection européenne, il s'agit d'élire des députés au Parlement européen et on a un certain nombre de propositions à faire sur ce sujet pour refuser les accords de libre-échange par exemple. On a beaucoup parlé d'agriculture ces derniers mois. Il faut savoir que les eurodéputés insoumis siègent dans le seul groupe au Parlement européen, le seul qui a voté contre tous les accords de libre-échange pour développer nos politiques en matière de services publics, par exemple pour refuser l'austérité européenne. Là, on le voit, il y a le président de la République, le ministre de l'économie qui annonce des nouvelles coupes dans le budget de l'État, ça va être encore moins de services publics, ça c'est des sujets européens. Donc il y a une importance européenne, mais il y a aussi un message national très clair, il faut pas raconter d'histoire aux gens, tout le monde sait que cette élection c'est aussi en quelque sorte une élection à mi-mandat, et donc il faut pouvoir envoyer un message national. C'est aussi ce que dit Jordan Bardella, qui a exactement le même discours que vous. Non, sur le fond, on n'a pas exactement le même discours. Maintenant qu'un certain nombre de personnes... Non, sur le fond, non, mais je voulais préciser ce point-là. Sur le fond, oui. Mais qu'un certain nombre de personnes aient identifié ce moment comme un rendez-vous démocratique, une élection nationale, ça me paraît être une évidence. Bien, le 9 juin, chacun aura à choisir entre la guerre et la paix. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. La guerre, préparer la guerre pour préserver la paix. Est-ce qu'il faut produire plus vite des armes et en plus grande quantité? Non, mais d'abord, on prépare pas la guerre pour préparer la paix. Quand on veut la paix, on prépare la paix. Et je n'ai jamais cru au fait que quand on préparait la guerre, on préparait autre chose que la généralisation et l'engrenage vers la guerre. Donc la première chose que j'ai à dire sur ce sujet, on parlait des élections européennes tout à l'heure, c'est que le bulletin de vote Manon Aubry, c'est aussi le bulletin de vote de la paix, pour essayer de créer le plus rapidement possible les conditions de la paix en Ukraine. C'est de ça dont on est en train de parler. De la paix à Gaza aussi, on en parlera, on en parlera peut-être. Oui. Maintenant, que les choses soient claires, je ne suis pas d'accord avec le fait, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron, qu'on s'enferme dans la voie militaire, en considérant que finalement c'est la voie militaire qui peut apporter une réponse à la guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Et moi, je suis au contraire partisan que la France prenne la tête du camp de la paix, la tête du camp des négociations, de la diplomatie. Il y a des puissances aujourd'hui au niveau mondial qui agissent, qui jouent un rôle de médiation. Peut-être avez-vous entendu l'appel du pape, par exemple, qui dit maintenant il faut ouvrir des négociations. Et je pense que la France devrait jouer cette échange de prisonniers, entre autres, et puis il a dit que tout le monde devait se mettre autour de la table. Moi, voilà, je pense que c'est ça que la France devrait faire. Toujours de paix. C'est un grand classique. Je reviendrai sur le pape. C'est pas pour ça qu'il a tort. Oui, non. Moi, je ne suis pas toujours le pape. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Mais là, en l'occurrence, beaucoup le pape. Mais non, mais là, en l'occurrence, il envoie un message aussi. Mais il envoie un message de paix. Je pense que c'est important de l'entendre. Et je pense que la France, les dirigeants français devraient l'entendre. Bien, Manuel Bompard, revenons quand même sur. Je vous parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est très présent dans cette campagne. Jean-Luc Mélenchon qui dit je souhaite être remplacé pour 2027. Il le souhaite vraiment?
Bah, en tout cas, il le dit et je pense qu'il le souhaite, oui, bien sûr. Il le souhaite. Mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon, au soir Donc il ne sera pas candidat en 2027. Mais c'est pas ça qu'il vous dit, faut dire la... Alors que dit-il? Oui, parce qu'il faut comprendre. Monsieur Bourdin, je pense que vous avez très bien compris ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il dit, je souhaite être remplacé, et donc, il souhaite faire en sorte qu'il y ait d'autres figures à la France Insoumise qui, à l'avenir, puissent être candidats à l'élection présidentielle. Mais en même temps, il dit aussi, et il a raison, que c'est les circonstances qui font un candidat. Qu'aujourd'hui, on va pas définir aujourd'hui qui va être notre candidat à l'élection présidentielle de 2027. Mais donc, bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon fait partie des hypothèses, c'est une évidence. Mais il souhaite, je pense, et il a d'ailleurs, on peut lui rendre hommage pour ça, contribuer. Oui, mais il faut lui rendre hommage pour ça. Il a contribué à faire émerger dans le monde politique un certain nombre de figures à la France Insoumise, notamment dans le sillage des différentes campagnes qu'il a menées à l'élection présidentielle. Et donc, je pense qu'il souhaite continuer ce travail. S'il n'est pas candidat en 2027, est-ce que vous le serez? Non, mais on n'en est pas là. Moi, j'ai dit... On n'en est pas là. Non, moi, j'ai dit, et je l'assume, et ça me paraît être ma responsabilité de dire que moi, je travaillais dans une démarche collective, bien évidemment, à essayer de faire en sorte de participer des figures qui pourraient éventuellement occuper François Ruffin et vous. Mais non, mais il y en a d'autres. Et ce qui me paraît important de dire, c'est que d'abord, à la France Insoumise, il faut que ça soit dans une démarche qui soit une démarche collective. Moi, vous savez, j'ai été 2 fois directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. J'ai toujours essayé de faire en sorte d'être dans un dispositif collectif à la place où on considérait que c'est là où je pouvais apporter le plus. Donc, je m'inscris bien évidemment dans cette démarche. Mais il faut que ça soit une démarche d'émulation et pas une démarche de compétition. Moi, j'y tiens et je suis coordinateur de la France Insoumise et je ferai le maximum pour faire en sorte que ça soit le cas. Et puis surtout, faut pas brûler les étapes. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, l'enjeu, vous l'avez dit vous-même, c'est les élections européennes de 2024 et je pense que aujourd'hui, la question de la présidentielle de 2027. Je pense que ce que tout vous le monde dites, c'est mais pas bien moi, sûr, mais je l'assume en plus, je crois pas l'avoir. Très bien, alors, mais donc, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on soit tous pleinement engagés derrière la liste de Manon Aubry, et c'est ce que je fais. Moi, je suis en campagne au quotidien. Bien, la gauche se rassemblera en 2027, mais elle ne se rassemblera pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, géopolitique de l'Europe, rapport aux dictatures, aux droits humains, à la violence. C'est ce que dit Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'aujourd'hui, à gauche, il y a un doute sur la France insoumise? Et je pense aux enseignants. Et je pense aux enseignants. Je vais revenir sur la grève d'aujourd'hui, sur le rapport. Mais ne vous inquiétez pas, Manuel Bompard, sur le rapport remis, très intéressant, par un député LFI et par un député Renaissance. Sur les rapports entre l'école privée et l'école publique. Mais là, aujourd'hui, quand même, mais je vais répondre à votre question, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, il y a quand même encore une journée de mobilisation nationale, et notamment qui part d'une mobilisation historique qui a lieu aujourd'hui en Seine-Saint-Denis depuis maintenant plusieurs semaines pour demander davantage de moyens et pour s'opposer à la réforme de Madame Belloubet sur le choc des savoirs. Eh ben, je peux vous dire, pour avoir un certain nombre de parlementaires en Seine-Saint-Denis, qu'il n'y a pas de doute chez les enseignants sur le fait que les parlementaires insoumis, ils portent ces revendications à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour répondre à votre question, clairement, moi, j'assume que je considère que le centre de gravité qui doit permettre à la gauche de prendre le pouvoir dans ce pays, parce que c'est ça notre objectif pour transformer la vie des gens, il a été tranché à plusieurs reprises au moment de l'élection présidentielle. Et il se situe sur une ligne politique, une ligne politique de rupture avec le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. En 2022. Oui, bien évidemment, et même avant, en 2017 déjà. Et je pense que si certains considèrent que la gauche peut gagner en revenant en quelque sorte à l'orientation qui a été celle du Parti Socialiste sous François Hollande, ce n'est pas mon point de vue. Je suis pas sûr que ça soit le point de vue du peuple. Raphaël Glucksmann trompe les électeurs de gauche. Mais non, mais moi je suis pas en train de dire trompe. Je suis en train de dire qu'il défend une orientation et que cette orientation c'est dans la continuité de ce qu'a fait François Hollande quand il était au pouvoir. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal à la gauche, que d'ailleurs la gauche a mis beaucoup de temps à s'en remettre, que la politique qui a été mise en place à l'époque était en grosso modo très proche de celle qui a été mise en place par la droite quand elle était au pouvoir. Et ben moi je pense que quand on vote pour une liste de gauche ou pour un candidat de gauche, on veut une politique de gauche tout simplement. Monsieur Bourdin et moi, je défends avec Jean-Luc Mélenchon, avec tout le monde, un programme, le programme L'Avenir en commun, qui est un programme de rupture avec le système capitaliste, un programme de partage des richesses, de transition écologique, de 6e République. Et ça, c'est pas Raphaël Glucksmann qui le porte. Bien, le proviseur du lycée Ravel dans le 20e arrondissement de Paris a démissionné la semaine dernière, 3 mois avant sa retraite, après avoir reçu des menaces de mort parce qu'il avait demandé à une élève d'ôter son voile. Est-ce une défaite de la République ?
Non, d'abord il faut dire que les menaces de mort qu'il a reçues sont bien évidemment inacceptables et insupportables, et je regrette effectivement qu'elles aient conduit à sa démission, et il faut faire en sorte que ce type de menaces ne puisse tout simplement pas voir le jour. Donc j'imagine qu'il va y avoir, oui bien sûr, et donc j'imagine contre d'autres proviseurs. J'imagine qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, diligentées, pour essayer d'identifier notamment sur les réseaux sociaux les personnes qui se sont rendues coupables de ces menaces, et je souhaite que ces enquêtes puissent aller à leur terme. La jeune fille qui a menti, je ne sais pas si elle a sera menti. poursuivie. Pourquoi? Vous savez si elle a menti ou pas, vous? Ah, elle l'a reconnu. Elle a reconnu qu'elle avait menti. Elle a reconnu qu'elle avait menti. Oui. Bon, moi je crois pas. Moi j'ai lu. Et elle est poursuivie. Elle sera poursuivie par l'État. Vous la soutenez? Mais non, mais je suis pas en train de vous dire ça. Je vous ai dit mais je vous pose la question. Je vous ai dit d'abord que les insultes. Elle a menti. Elle l'a reconnu. Attendez. Moi je vous dis que les insultes et les menaces sont inacceptables. Après, moi je n'étais, comme vous, j'imagine, pas présent sur place. Non. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. Et quel que soit ce qui s'est passé, les menaces et les insultes sur les réseaux sociaux sont inacceptables. Imaginons, elle a menti, elle doit être poursuivie. Ah bah, si je sais pas, apparemment elle avait porté plainte. Donc si elle a porté plainte et qu'ensuite elle revient sur ses déclarations, dans ce cas-là, ça s'appelle, je crois, en droit, une dénonciation calomnieuse. Et oui, dans ce cas-là, bien évidemment. Dénonciation mais je ne sais pas si elle a menti. Elle est poursuivie. Ça, c'est l'information que vous indiquez. Mais non. Non, mais je vous dis sincèrement, Jean-Jacques Bourdin, moi, j'ai pas connaissance de cette information, donc je veux pas. Qui l'indique, c'est pas moi, Manuel Bompard. Non, la justice, elle a pas dit ça. Elle a dit que son dénonciation calomnieuse, elle a dit. Je crois pas, mais bon, on vérifiera ces informations. Je veux pas dire de bêtises sur la base d'informations que je n'ai pas. Est-ce que la laïcité est en danger ? Est-ce que aujourd'hui notre modèle laïque doit être protégé? Non, mais qu'il faille protéger la laïcité, c'est une évidence. Mais je participerai pas à la multiplication des discours alarmistes. Je pense qu'une très grande partie de la population française est attachée à la laïcité, à la loi de 1905, et c'est un combat qui a toujours été un combat d'actualité et qui reste encore aujourd'hui un combat d'actualité. Menacé par l'islamisme radical? Mais menacé par toutes les religions. Non, mais menacé. Mais non, attendez, je suis en train de vous répondre, monsieur Bourdin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux professeurs. Vous m'avez posé une question sur la laïcité. Vous m'avez posé une question sur les professeurs qui ont été tués par qui? Ils ont été tués par des islamistes, manifestement. Par l'islamisme radical. Mais en quoi? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un professeur qui a été tué par un catholique radical? C'est pas la question que vous m'avez posée, monsieur Bourdin. Vous m'avez demandé si la laïcité fallait la protéger. Mais vous me dites. Moi, je vous dis oui, il faut la protéger. Et bien évidemment que toutes les religions s'opposent à la menacée par toutes les religions. C'est ce que vous me dites. Mais attendez, monsieur Bourdin. Bien évidemment, bien sûr, la laïcité, ça a toujours été un combat pour faire en sorte que les religions renoncent à diligenter ce qui se passe dans l'espace public. C'est la question que vous m'avez posée. Et donc oui, j'assume de vous dire aujourd'hui qu'il faut continuer le combat pour étendre par exemple la laïcité sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que c'est pas le cas quand même en France, monsieur Bourdin, qu'il y a des départements qui sont sous régime concordataire, que la loi de 1905 ne s'y applique pas. Oui. Pour vous, ça c'est pas des sujets. Mais si. Bon, mais donc, si, mais moi je suis cohérent. Mais et quand on est cohérent, on lutte contre tous ceux qui remettent en cause la laïcité. Est-ce que l'islamisme radical menace la laïcité? Mais comme tous les mouvements radicaux de toutes les religions, bien donc évidemment. Oui. Mais pour autant, je ne participerai pas. Je ne participerai pas. Mais pas oui, mais. Je vous réponds oui. Oui, mais. Mais allez-y. Voilà, j'ai dit oui. Ça vous va? Non. J'ai pas dit mais. Ah, donc c'est vous qui l'avez dit. Non. C'est vous qui l'avez dit. Vous m'avez posé la question de savoir si. Moi, je vous dis oui. Il y a dans toutes les religions, il y a des radicaux et ces radicaux, ils menacent la laïcité. Est-ce que vous ne pensez pas, Manuel Bompard, que la liste... Mais attendez, parce que je veux préciser que les choses soient claires. Pour autant, je ne participerai pas, comme le font plein de gens, à dévoyer le concept de laïcité pour stigmatiser tout le temps une catégorie de la population en particulier, et notamment les Françaises et les Français de confession musulmane. Parce que 99,99% des Français de confession musulmane, ils ont envie de pouvoir vivre leur religion en paix et qu'on leur fiche la paix avec ces histoires de religion. Et ben moi, c'est la même ligne que je défends, qu'on fiche la paix aux gens avec l'histoire de religion. Il y a une loi, elle doit s'appliquer partout. La laïcité, elle doit s'appliquer partout, mais qu'on arrête de pointer en permanence du doigt des gens parce qu'ils pratiquent une religion. Voilà, ça me paraît être assez clair comme message. Bien, la religion, Jean-Luc Mélenchon a fait allusion au pape, effectivement, à propos du Proche-Orient. À Gaza, c'est un génocide, ne cesse de répéter Jean-Luc Mélenchon, qui a même écrit que le pape avait parlé de génocide. C'est faux. Il n'a jamais parlé de génocide dans son homélie. Mais sa déclaration d'hier, vous l'avez pas lu alors? Ben si, je l'ai lu. Ah bah vous l'avez mal lu parce que vous aussi. Alors vous préciserez l'information. Génocide. Ah bah la dernière phrase de la déclaration du pape, c'est ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé.
Bon. Donc là, pardonnez-moi. Là encore, vérifions. Eh ben, on vérifiera. Là encore, vérifions les propos du pape. Moi, de ce que j'ai lu, c'est la dernière déclaration, la dernière phrase de la déclaration du pape d'hier. Nous vérifierons. Génocide vraiment ou pas? Mais moi, que les choses soient claires. Je ne veux pas, je vous demande simplement, je ne veux pas porter de jugement. Mais moi, je m'appuie sur le droit international, Monsieur Bourdin. Or, il y a une instance qui s'appelle la Cour internationale de justice, qui est l'instance juridique accrochée à l'ONU. Donc, c'est une instance dont personne ne doute de la légitimité. D'ailleurs, au mois de janvier, il y a eu une décision de la Cour internationale de justice sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et la France a produit à l'époque un communiqué en disant la France, les autorités françaises rappellent que les décisions de la Cour internationale de justice s'imposent à nous. Bon, cette instance a dit au mois de janvier, il y a un risque plausible de génocide à Gaza et a enjoint le gouvernement israélien de prendre des mesures conservatoires sous un mois pour faire en sorte que ça ne se réalise pas. Depuis, les mesures conservatoires n'ont pas été prises. Donc oui, j'assume de dire qu'il y a aujourd'hui un génocide en cours à Gaza. Écoutez, il est mort plus d'enfants en 4 mois à Gaza qu'en 4 ans dans tous les conflits du monde. Ça, c'est faux. Mais non, c'est pas faux. Enfin, arrêtez de dire c'est faux en permanence. Vous prenez les enfants morts en Érythrée, vous prenez les enfants morts chiffres de l'ONU. Donc, allez contester les chiffres de l'ONU, Monsieur Bourdin, si vous savez mieux que l'ONU. Mais pardonnez-moi, moi j'essaye de m'appuyer sur les déclarations. Mais non, c'est les chiffres de l'ONU. Enfin, arrêtez de parler de chiffres du Hamas quand je vous parle de chiffres de l'ONU. Discuter génocide ou pas génocide. Vous employez le terme génocide, c'est votre droit. Mais ça s'appuie sur un argument, Monsieur Bourdin. La France a signé une convention. Attendez, écoutez-moi. La France a signé une convention, comme plein de pays dans le monde, sur la prévention des génocides. Cette convention, elle définit, il y a 5 critères pour définir ce qui peut être considéré comme étant un génocide. La Cour internationale de justice, au mois de janvier, a considéré que sur ces 5 critères, il y en avait 4 qui étaient satisfaits aujourd'hui. C'est pas un avis, c'est pas un point de vue, c'est un point de droit avec des juristes qui ont considéré et qualifié les choses de cette manière. Sur l'emploi du mot génocide par le pape, j'ai été surpris de voir que Jean-Luc Mélenchon avait tweeté en faisant référence au pape et que son tweet a été retiré 2 heures après. Je sais pas ce que vous êtes en train de dire, moi je crois pas, mais bon... Dites-moi, c'est la réalité. Est-ce que vous soutenez les campagnes de boycott contre Israël ? Je soutiens aujourd'hui, par exemple, les campagnes qui sont mises en place pour faire en sorte qu'on ne livre plus des armes. Il y a eu une enquête qui a été publiée la semaine dernière par le journal Disclose qui démontrait que des entreprises françaises continuent à livrer des pièces, notamment des pièces qui rentrent dans la composition des fusils mitrailleurs israéliens. Et je considère que indépendamment par ailleurs de la caractérisation du mot que vous voulez utiliser pour ce qui se passe là-bas, que la France moi je ne veux rien utiliser. Non, mais j'ai compris le débat. Quel mot mais je vous ai répondu et je pense que c'est de manière très argumentée. Mais je dis indépendamment de l'avis des gens qui m'écoutent sur le mot qu'ils veulent utiliser pour qualifier ce qui se passe de là-bas, la France ne peut pas être complice des massacres en cours. Or, qu'on continue à livrer des armes et vous devriez entendre ce point de vue parce que indépendamment de ma famille politique, en 1967, peut-être vous rappelez-vous, Monsieur Bourdin, que le général de Gaulle avait décidé d'un embargo sur les livraisons d'armes. Donc je dis que la France devrait décider immédiatement d'un embargo sur les livraisons d'armes. Que la France devrait décider de sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou. Et de sanctions contre les binationaux. Donc des Français ça c'est autre chose. Qui se battent dans l'armée israélienne. Il y a du droit, il y a un droit international, Monsieur Bourdin. Si en droit international, les actions qui sont commises par l'armée israélienne aujourd'hui s'appellent des crimes de guerre, alors oui, malheureusement, il y a des binationaux, donc des gens qui ont la nationalité française. S'ils sont impliqués dans ce qui sont des crimes de guerre, bien évidemment que ça doit être le cas. Et d'ailleurs, j'ai entendu le responsable de la diplomatie française il y a une quinzaine de jours dire que effectivement la France était compétente, les tribunaux français étaient compétents pour juger l'éventuelle complicité de personnes de nationalité française dans des crimes de guerre. Écoutez, le droit international, c'est pas un jeu, c'est pas un truc avec lequel on joue, c'est quelque chose qui s'applique et qui doit s'appliquer à tous. Qui doit s'appliquer en Ukraine de la même manière. J'allais y venir, regarder, et ça va pas être long, mais quand la Russie viole le droit international en attaquant l'Ukraine, que fait la France et l'Union européenne? Elle inflige des sanctions à l'égard du gouvernement russe, et elle a raison de le faire. Bon, quand l'armée israélienne viole le droit international, il est légitime que la France et l'Union européenne infligent des sanctions à l'égard du gouvernement israélien. Ça me paraît être quand même évident. Je rappelle que la semaine dernière, il y a eu un vote au Conseil des sécurités des Nations Unies d'une résolution qui demande un cessez-le-feu. Donc petit à petit, parce que nos positions elles ont été beaucoup caricaturées, j'observe que toutes les instances internationales, qu'un certain nombre de figures
figures d'autorité, y compris religieuse, j'ai parlé du pape, petit à petit s'alignent sur les positions proches des nôtres. Est-il vrai qu'à la demande d'Aymeric Caron, un film à l'Assemblée nationale sera diffusé sur les atrocités de l'armée israélienne? C'est vrai ou c'est faux? J'ai vu que Aymeric Caron en avait fait la demande. Il a fait la demande, mais je ne crois pas à ce stade, ou alors je n'ai pas l'information que cette demande est acceptée pour l'instant par les autorités, la présidente de l'Assemblée nationale en particulier. Alors je reviens à ce qui se passe en France, cette nouvelle grève dans l'éducation nationale, et ce rapport parlementaire signé donc par un député LFI et par un député Renaissance, qui exige davantage de contrôle des établissements privés, avec par exemple la baisse des dotations si la sociologie des familles des élèves d'un établissement privé présente un écart notable avec les établissements publics. Vous consulterez ce rapport. D'abord, il dit une chose intéressante. Il dit en fait on n'a aucun chiffrage précis de l'argent public qui est affecté aujourd'hui aux écoles, aux établissements privés. Donc ça serait quand même bien qu'on en ait. Deuxièmement, il dit effectivement qu'un certain nombre d'établissements privés aujourd'hui ne respectent pas leurs obligations, notamment en matière de mixité sociale. Et qu'il serait quand même légitime qu'on utilise le levier du financement public pour le moduler si ces objectifs et si les éléments qui sont dans les contrats ne sont pas respectés. Donc ça me paraît être une démarche intéressante et je trouve que ce rapport, des premières lignes que j'en ai vues, apporte à la fois un diagnostic et un diagnostic quand même assez scandaleux. On distribue beaucoup d'argent public à des établissements privés, il est quand même normal qu'il y ait des obligations. Donc on baisse les dotations si les établissements privés... Si les obligations ne sont pas respectées, bien évidemment. Enfin, sinon, comment vous pouvez comprendre que vous allez continuer à financer avec un contrat, et si le contrat n'est pas respecté, vous n'en tirez aucune conclusion? Non, ça, ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas acceptable. Je pense que, surtout quand on voit dans quelle situation se trouve l'école publique aujourd'hui, surtout quand on voit le manque de moyens de l'école publique aujourd'hui, je pense que continuer à verser de l'argent comme ça à des écoles privées qui ne respectent pas les obligations fixées par l'État me paraît être effectivement pas possible. La légalisation de l'usage récréatif du cannabis, comme en Allemagne, vous y êtes favorable? J'y suis favorable. Vous savez, en France, on a une législation qui est parmi les plus répressives sur la consommation du cannabis, et on a une des consommations les plus importantes. Donc c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Vous consommez, vous? Non, personnellement, je ne consomme pas, mais je vois bien que beaucoup de gens consomment, en particulier dans les jeunes générations. Bien évidemment, ça a des effets sur la santé. Il faut le dire, bien sûr. Mais je pense que c'est pas en menant la guerre à la consommation comme ça qu'on arrive à obtenir des résultats. La preuve, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Il y a des pays en Europe notamment qui ont légalisé et qui ont eu des effets. Ça a des effets. D'abord, ça permet d'avoir des véritables campagnes de santé publique. Deuxièmement, ça permet de concentrer les forces de police sur le démantèlement des réseaux davantage que d'aller faire la course aux petits consommateurs. Et je pense que c'est bénéfique pour notre société de manière générale. Il s'agit pas de dire consommez tous du cannabis. C'est pas le message que je suis en train de passer. Il s'agit de dire la prohibition n'est pas la manière la plus efficace pour lutter contre la consommation du cannabis. Merci Emmanuel Bompard. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir sur l'antenne de Sud Radio.